Et j'ai une question par rapport à ça, juste pour parler de Top Chef un petit peu. Quel impact ont ont les chefs qui vous aident, tu sais, vos mentors? Genre, est-ce que quand vous cuisinez, est-ce que vous cuisinez pour leur faire plaisir ou pour faire plaisir aux chefs invités? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Bah ça, c'est un piège, parce qu'en fait, il faut cuisiner pour toi-même. Ah, Parce que t'aimes, parce que ouais. le concours, nous, justement, c'est ce que moi j'ai adoré avec Paul Perret, qui était du coup notre chef, il disait, tu le fais pour toi, tu le fais pas pour moi. Donc Ouais. moi, je te donne des conseils, mais je t'oriente sur ta piste, mais je peux pas te dire, ne fais pas ça, fais autre chose, parce que c'est ton concours, c'est ton expérience, donc Hmm. fais ce que tu veux. Donc faut pas cuisiner pour faire plaisir au jury ou faire plaisir à ton chef, mais d'abord se faire plaisir, et après, si ça lui plaît, tant mieux. Si ça lui plaît pas, C'est mort. t'as perdu. Et je Ouais. reviens sur le repêchage, du coup. Ah oui, parce que... Donc au début, tu as essayé de faire plaisir, tu penses? Bah non, moi au début, franchement, justement, j'ai pas trop fait de concessions là-dessus, quoi. J'ai Ok. essayé toujours de faire ce que je voulais faire, ce que j'avais envie de tenter de faire. Des Hmm. fois, j'arrivais au bout de mon idée. D'autres fois, bah, j'arrivais pas, par manque de temps ou autre, à aller vraiment au bout de l'idée. Donc du coup, ça pêchait un peu plus. Ouais. Mais moi, j'ai jamais justement essayé de faire pour faire plaisir Pour au plaire. chef ou autre, ou pour plaire. C'était vraiment, fallait que ça me plaise à moi-même avant de pouvoir être dans l'assiette, quoi. Parce que de toute façon, si ça plaît au chef mais que ça plaît pas au jury, c'est mort quand même, non? Bah, c'est ça, si ton chef il donne un conseil et que Ouais. finalement bah, le chef jury qui goûte, lui, il n'aime pas, Il n'aime bah, pas, t'as c'est perdu, ouais. au final, t'as pas fait ce que tu voulais Et donc et t'es t'as pas frustré. gagné. Donc, Frustration. c'est double frustration, quoi. Donc, tu T'as gagnes eu du des temps. frustrations ou pas? Des frustrations, Parce que ouais. tu t'es Ouais. senti à des moments, putain, j'ai pas fini mon émulsé de je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'as déjà eu ça ou Bah pas? ouais, mais pratiquement à chaque épreuve, en fait. C'est rare quand on fait un plat pour la première fois et qu'on se dise lourd. Non, non, non. Non? Généralement, on a toujours une petite frustration. On se dit non, ça aurait pu être un peu. J'aurais pu mettre une autre sauce. Ma sauce, ça, j'aurais été plus acide. Ça, je l'aurais pas posé comme ça. Ma viande, elle est Ouais. un tout petit peu trop cuite. Et vraiment, on est rarement totalement satisfait de son plat quand on a fini. Hmm. Moi, je pense que pour être satisfait d'un plat, il faut le faire au moins 4, 5, 4, 6, 5, ouais. voire 10 fois pour vraiment être satisfait d'un plat. Donc, à chaque fois qu'on pose dans Top Chef, en fait, c'est un premier essai parce qu'on tente toujours C'est des un choses one shot, nouvelles, quoi. ok. Donc, on pose, on peut être content dans la globalité, mais on trouvera toujours à redire en se disant ah, ça, je l'aurais fait différemment si j'avais un peu plus de temps, quoi. Il y a un truc dans Top Chef, moi, qui m'a gêné. C'est le fait qu'il vous fasse parler en même temps que vous faites vos trucs. Et je me dis, eh, mais laisse-le faire. Genre, on dirait le mec, il te demande, alors, t'es en train de faire quoi, là? T'es en train de faire quoi? Et mec, t'es dans le jus. Tu dis, oui, je suis en train de faire, je vais prendre la sauce, je vais faire revenir, machin. Et ça a l'air super chiant de devoir faire les deux en même temps. Alors que, enfin, alors que moi, quand je fais une omelette, tu me parles pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Et en fait, je trouve ça, je trouve ça Rassure. compliqué. Je trouve ça compliqué que vous deviez parler en faisant vos trucs, donc vous donnez, vous leur dites ce que vous allez faire, et du coup vous n'avez pas de marge pour dire ah non en fait c'était pas ça. Enfin, tu sais, si tu parles pas, tu fais ton truc et puis à la fin tu dis ah voilà, vas-y, ouais c'est ce que je voulais. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas faire ça parce qu'en Non, fait mais faut que ça- tu décrives. C'est eux qui te demandent ça, non? Ouais, du coup bah oui, ça, c'est la plus grosse difficulté, on va dire, quand on commence parce que. Quand tu fais Top Chef, justement, tu as l'habitude de cuisiner, mais on te demande pas qu'est-ce que tu es en train de faire quand tu es en Ouais. train de couper un oignon. On Ouais, voit que tu es en ouais. train de couper un oignon, Ouais, donc grave. du coup, tu ne parles pas. Et c'est la première chose. Et en face, en fait, on a des journalistes, parce qu'ils savent qu'on n'est pas habitué, qui nous relancent, qui nous posent ces questions-là, justement, qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que une cuisine, si on Ok. faisait juste de la cuisine et qu'on ne parlait pas, Ça serait boring. Ouais, c'est ça. Zéro audience. En fait, regarder quelqu'un cuisiner sans son, c'est chiant. Ouais, grave. Ouais, Donc grave, il faut grave. animer le truc, donc il faut expliquer aussi, il faut que les gens puissent se sentir concernés. Donc quand on explique notre plat, tout de suite il y a un engagement qui se fait de notre part et de la part du téléspectateur qui va se dire « Ah, cette recette, ça a l'air super. Ouais, Ah, cette ouais. recette, non, ça me parle moins. » Mais il y a tout de suite cet engagement qui va se faire dès qu'on explique notre recette et comment on le fait. Et puis de toute façon, oui, quand on regarde la télé, tout le monde, moi le premier, on fait des commentaires. Hein. Ouais, Donc, grave, grave. Parce qu'il y a un langage qu'on vous apprend à, à avoir, et les candidats, ils parlent super bien. Il y a les termes, moi je trouve ça super gourmand quand ils parlent, alors que, tu sais, moi je suis incapable de faire la même chose. Genre, est-ce qu'il y a un entraînement, il y a un truc ou pas? Non, il n'y a pas d'entraînement, mais il y a une grosse sélection, on va dire. Ok. Il y a un beau casting qui est fait et je pense que bon, bah, ça fait partie aussi des critères de casting, d'avoir des gens qui savent s'exprimer, puisque Ouais. bon, on est dans l'audiovisuel, donc Ouais, il y a de ouais, l'audio. Donc Entertainment, si la personne ne sait pas parler, forcément que le programme, bah, lui, est moins intéressant. Donc je pense que ça fait aussi partie de leurs critères de recrutement, Ok. basiquement dans Top Chef, quoi. Hmm. Et du coup,
là, je vais switcher juste sur Étienne et toi. On a parlé de la façon de parler. On va aller sur le personal branding. Du coup, comment ça se passe entre vous deux par rapport à ton image, l'image de ton restaurant, ce que tu as envie de faire? Comment, Étienne, toi, tu l'accompagnes là-dessus? Moi, ça m'intéresse vachement, ça. Alors, dans un premier temps, en ce qui me concerne, quand Maury me sollicite pour bosser ensemble, la première étape pour moi, c'est de l'écouter. Tu vois, c'est de vraiment l'écouter, c'est de cerner, de prendre un maximum d'informations et de manière condensée, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le temps, il va vite, les cycles, ils sont vite, tu sors d'une émission à succès et tu as juste envie de ne pas courir après le temps et en même temps de faut prendre les opportunités qui arrivent aussi. Faut savoir disons qu'en tout cas, c'est sûr que voilà, les premières semaines, les premiers jours, c'était vraiment de la prise d'information. Donc des discussions, et puis il y a des discussions, puis il y a aussi de manière passive, c'est intéressant de passer du temps avec la personne, d'essayer de la cerner un petit peu, de voir comment elle fonctionne. Maury, en plus, il est ouvert, mais il est humble aussi, donc en fait, ça prend du temps de se rendre compte de tout ce qu'il sait. Ah, parce qu'il parle pas beaucoup? Tout ce qu'il sait déjà. Okay. Parce que moi, je le vois souvent. Même par rapport à des choses sur lesquelles on parlait avant, je me disais, si j'avais su, j'aurais pu gagner du temps. Grave. Il y avait déjà plein de choses. Mais pour son personal branding, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, ça se bâtit sur qui il est. Une des premières choses que je lui ai dites, c'était on ne doit pas être dans la réaction par rapport à tout ce qui va arriver, parce qu'il va y avoir des demandes à droite, à gauche. Tout le monde va avoir une vision et une idée de où tu pourrais t'insérer dans une équation marketing et tout ça. Ça peut faire trop des fois, non? C'est ça. C'est flatteur, c'est bien, mais en fait, on ne doit pas être dans la réaction, on doit être dans l'action. Aujourd'hui, tu peux vraiment être, c'est toi qui impulses tes actions où tu veux aller. Il s'agit effectivement d'avoir une action cohérente en termes d'image, d'association, savoir où on veut aller, et après, effectivement, pouvoir choisir nos partenariats, choisir les choses et le faire très organique, pas vouloir être trop pressé. Et pas trop présent non plus. Pas trop pressé. Parce que ça peut être dangereux aussi, être trop présent. Totalement. Enfin, pas être PNL non plus, hein, tu vois. C'est un positionnement être PNL, hein. Mais PNL peut se le permettre. Est-ce qu'il ne faut pas trouver un juste milieu? Et encore, eux, c'est par vague. Parce que c'est-à-dire qu'ils sont, quand ils arrivent, on voit qu'eux, puis ils disparaissent. Puis ils reviennent, puis ils disparaissent. Après, il y a des cycles. C'est-à-dire que, voilà, il y a des cycles. Tu es un fan à 16 ans. 5 ans plus tard, tu n'es plus la même personne. C'est vrai. Est-ce que l'artiste a évolué comme toi? Il n'y a rien de moins sûr. Après, voilà, en musique, c'est un peu plus fragile. En cuisine, c'est différent. C'est un personnage public. Et après, pour revenir sur le personal branding, il y a quelque chose de très important pour moi. J'aurais pu travailler avec plus de personnes entre-temps. Mais je pense qu'après, c'est très personnel. Mais voilà, quelqu'un qui a pris du temps pour perfectionner son craft, à l'ombre, loin des regards, avant que tu sois connu. Ça veut dire que là, il y a la lumière de Top Chef qui arrive, mais ça il était là depuis longtemps, tu étais en game depuis longtemps. Ça fait plus de 10 ans qu'il cravache en cuisine, dans les endroits très exigeants. Et si tu ne deviens pas seconde Thierry Marx à 25 ans pour tes beaux yeux ou pour tes locks, tu vois, genre... Donc ça, c'est quelque chose que je respecte beaucoup, et je pense que voilà, c'est quelqu'un qui, pour les raisons qui sont les siennes, a visé une excellence et qui est sur ce chemin-là et qui la vise. Et je pense que c'est ça qui doit constituer le socle de son branding. C'est vraiment d'incarner une certaine excellence avec les sacrifices que ça représente, avec le travail que ça représente, avec le talent et voilà, et tout ça. Je pense que c'est ça qui est exceptionnel si on arrive à accomplir quelque chose comme ça. Et à partir de là, plein de choses sont possibles. Mais c'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Et ça repose sur le travail. Ça reposera sur le travail et sur vraiment cette aptitude à créer de la valeur. Après, on pourra parler de storytelling, de représentation et de choses qui, moi, m'intéressent beaucoup et qui sont beaucoup plus larges. Mais aujourd'hui, je pense que ça ne doit pas venir parasiter. C'est une trajectoire qui est encore toute neuve. Il a un gros test à la rentrée, c'est son resto. Et c'est le plus important. Le resto, il sera où? Le resto, il sera dans le 14e, on sera proche Montparnasse. Donc, 11 rue Rémoul-Osserand, plus précisément. Donc, c'est le gros challenge. C'est le gros challenge et c'est un peu le moment un peu décisif, on va dire déjà. Mais ça va être
le premier contact avec ma cuisine, parce que là actuellement je suis au Palais de Tokyo aussi, mais c'est une version qui est street food, donc c'est quelque chose de plus fun, de plus détente, c'est l'été, on est en terrasse. Plus simple à faire aussi. Oui, plus simple, plus accessible. C'était une volonté aussi d'avoir justement cette offre qui est plus accessible. Un premier step. Ouais, c'est ça vraiment et en attendant le restaurant, ça permet de se maintenir, on va dire, en action. Le mouvement c'est la vie, donc tant qu'on bouge, c'est bon. Donc ça permet vraiment de pouvoir faire une offre plus accessible avant d'arriver sur Mosuke, qui lui va être normalement mon premier restaurant, et puis le fer de lance de tout ce que je pourrais faire derrière. Donc ça va être vraiment là où je vais me challenger au maximum, essayer de pousser les goûts et vraiment toute la créativité que je peux avoir, qu'elle puisse se ressentir et rejaillir à cet endroit. Donc c'est cool. C'est le next step, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, mais avec tout ce que j'ai, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Et du coup, c'est quoi tes inspirations et l'expérience que tu veux apporter avec Mosuke? Et en général, quand on pense à toi et qu'on pense à tes restaurants, c'est quoi l'expérience et la créativité que tu veux apporter? Donc l'expérience vraiment que moi je veux, c'est une expérience qui soit entre ce mélange de cultures qu'on peut avoir, mais qui soit déjà cohérente. Vraiment, on veut créer quelque chose, mais de manière cohérente. On n'est pas là en train de faire une addition, un mélange où on met tout dans une boîte, on secoue et il sort autre chose. Il faut vraiment que déjà, dès la première entrée dans le restaurant, on se sente bien. Comme il y a un changement d'ambiance quand on rentre dans un spa. Quand on rentre dans un spa, on le sent tout de suite. On est chill. Il y a un truc que j'ai lu sur ton site. Il y a un truc, c'est l'art de l'accueil, un truc comme ça. Omotenashi. Omotenashi. C'est l'expression en fait au Japon qui reflète un sens du service et une manière de recevoir qui est propre aux Japonais et qui leur est très cher. C'est que là-bas, généralement, dans les boutiques, des fois, ça peut devenir limite gênant parce qu'ils sont vraiment à ton service, quoi. Donc, t'arrives ici, on a des distributeurs de gel où on appuie sur la pédale, mais au Japon, je suis sûr que c'est une personne qui est devant et qui appuie et qui attend que tu t'aies bien essuyé les mains et qui te laisse passer. Ça fait vraiment la différence. C'est vraiment cette différence aussi dans l'accueil. Et puis, vraiment, il y a un sens de l'accueil qui est propre au Japon, mais dans l'Afrique, dans sa globalité. Moi, je sais que s'il y avait un invité qui rentrait à la maison et qu'il était assis et qu'il n'avait pas de verre d'eau, ma mère était dans la tête comme ça, t'as pas donné d'eau, dépêche-toi. Il y a vraiment un sens de l'accueil qui est très développé dans les deux cultures. Et quand on a un invité, tout de suite, on veut qu'il se sente à l'aise et qu'il se sente bien. Donc, c'est la première chose que moi, je veux qu'on ressente dans mon restaurant en rentrant. Et ensuite, sur la partie créativité, c'est simple. J'essaie de créer quelque chose qui est neuf et qui existe nulle part ailleurs. Donc, on va dire, c'est poser la première pierre. Et puis, si cette première pierre, elle est bien posée, elle est nette, elle est propre, le reste de la maison, derrière, on a le temps de le construire, quoi. Donc, c'est vraiment aller pousser sur les produits, sur l'assaisonnement, la technique. Et les produits, est-ce que tu as ce côté, je veux que ça soit saisonnalité, etc. ou... Ah oui, totalement. Il faut respecter une saisonnalité. Ça, maintenant, pour moi, c'est un acquis. La saisonnalité, la provenance des produits, les circuits courts quand c'est possible, parce que bon, si je veux une plantain, c'est sûr qu'elle n'a pas poussé à Aubervilliers, quoi. Donc tant que c'est possible. C'est pour ça que je te demandais ça. Donc tant que c'est possible sur mes menus, vraiment suivre cette saisonnalité, même sur la pêche et autres, et ensuite pouvoir associer avec certains produits qui eux sont plus typés africains, d'autres qui sont plus typés japonais, et venir leur appliquer des techniques en fait qu'on peut trouver en France. Une pomme soufflée, est-ce qu'on peut faire une patate douce comme une pomme soufflée? Et là tout de suite, on arrive sur un raffinement, une technique qui est typiquement française, m'associer à un produit afro, et là, on est sûr qu'on est sur quelque chose de totalement neuf. Et là, si tu as une patate douce soufflée avec un caviar du Madagascar, comme ils en font, là, tu arrives sur l'équivalent de la pomme de terre caviar, mais en version avec des produits qui sont totalement afro et sur un raffinement et une élégance qu'on peut associer à une gastronomie française. Mais en fait, c'est un pont entre trois mondes, du coup. C'est ça. Afrique, France et Japon. Ouais, c'est vraiment un pont entre les trois. Donc, on n'est pas obligé d'avoir les trois mélangés à chaque fois. Oui, bien sûr. C'est vraiment chaque culture et chaque territoire est là, non pas pour travestir ou transformer l'autre, mais pour l'accompagner. Donc, la technique française vient aider, on va dire, la cuisine africaine, à laquelle on peut reprocher un manque de technique ou d'esthétisme. Mais par exemple, dans les goûts, je sais que la cuisine africaine, elle est là et elle est très présente. Et ses goûts et ses puissances et ses concentrations, c'est des choses qui, honnêtement, moi, au niveau de la puissance aromatique, là, ça peut venir tout de suite aider
en France, ou sur la cuisine japonaise, où on est sur des goûts qui sont un peu plus proches du fade, où on aime les choses très délicates, et cette puissance aromatique peut aider cette influence aussi. Donc chaque influence apporte, on va dire, à l'autre, et le plus dur, en fait, c'est vraiment de venir combiner tout ça et de le rendre cohérent. Donc encore une fois, on retombe sur cette cohérence qui sera le premier défi pour moi, que quand on rentre, on ne se dit pas, ouais, c'est juste du marketing. Non, c'est vraiment quelque chose qui est réfléchi, que j'ai travaillé et que j'ai envie de servir de la meilleure manière possible. Mais moi, j'entends ça depuis des mois et à chaque fois, c'est pareil, j'ai envie d'y être. J'ai envie d'y être, mais c'est archi intéressant parce que du coup, déjà, première chose, est-ce que quand tu dis Afrique, c'est Maghreb compris ? Non, justement, là, c'est vraiment se concentrer sur l'Afrique noire parce qu'on va dire, il y a aussi de ce côté, quand je parle Afrique, c'est un côté un peu de pouvoir démocratiser ces cuisines. L'Afrique noire, la cuisine maghrébine, elle est quand même assez connue. Et moi, d'ailleurs, je l'adore. Hein. Moi aussi. J'adore vraiment cette cuisine, c'est super bon. Mais ça serait, on va dire, ça serait dommage parce que déjà, quand je dis Afrique, on est déjà énorme, très large. On est déjà très large. Donc déjà, pouvoir couper et se recentrer sur une cuisine d'Afrique noire, j'ai déjà beaucoup de travail, on va dire. Grave. Après, justement, des fois, on me pose la question, on me dit, ouais, l'Afrique, c'est énorme. Quand tu dis Afrique, comparé par exemple au Japon, où tu te cibles vraiment sur le Japon et pas sur l'Asie. Mais moi, je pense. Il y a beaucoup de produits qu'on retrouve dans plusieurs pays africains aussi. Il y a beaucoup de produits, mais ces cuisines sont diverses. Mais on va dire Afrique de l'Ouest, je la connais très bien. C'est la cuisine que je mangeais à la maison. Afrique centrale, je la mangeais chez les potes et tout. Donc ces deux cuisines, je les connais très bien. Mais par exemple, la Corne de l'Afrique, je ne connais pas du tout. Et je vais apprendre à la connaître. Et puis je pense qu'avec toute la lumière qu'il va avoir sur Mosuke, ça serait dommage de me dire, ouais, vas-y, je fais que la cuisine d'Afrique de l'Ouest. Bien sûr, parce qu'il y a déjà plein de restaurants qui font ça. C'est ça. Et donc, pouvoir servir un peu de premier step et aussi d'ambassadeur à toutes les cuisines d'Afrique noire, moi, c'est quelque chose qui me ferait plaisir et c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Grave. Donc, que le client puisse se dire, ah, j'ai goûté une épice qui venait du Cameroun et en même temps, j'ai mangé un biltong sud-africain et d'autres qui... C'est la viande séchée. Ouais, c'est la viande séchée et puis après... je me connais aussi. Ah oui, bien sûr. Et puis après que l'autre s'est dit, ouais, il y avait une pépé soupe du Sénégal et au final, le mec, en fait, il a eu plusieurs petits pics de rappel comme ça sur tout le continent africain et lui, il ira chercher par la suite ailleurs des choses plus spécifiques, quoi. Donc derrière, il aura envie d'aller se faire un restaurant camerounais et de redécouvrir cette épice, ou inversement un restaurant sénégalais. Et puis c'est comme ça que moi je le vois vraiment, que ça puisse servir d'accès à des gens qui n'étaient pas forcément intéressés par cette cuisine. Et c'est ce qui arrive déjà chez Edo, où j'ai pas mal de clients qui me disent, ouais, génial, j'ai mangé de la tiéké, la loco c'était génial et tout. Bon, pour un Africain c'est basique, tu vois. Moi je vais dire, ouais, c'est des produits du quotidien, mais eux ne connaissaient pas du tout. Et je sais que la prochaine fois qu'ils vont avoir un restaurant africain à côté, ils auront beaucoup moins peur d'y aller parce qu'ils savent déjà que la tiéké, c'est bon, la loco c'est très bon aussi. Et s'ils les voient sur la carte, ils vont être déjà rassurés, ils vont se dire, ça je connais, je peux y aller. Et c'est ce côté aussi pour moi qui est très intéressant. C'est l'éducation, ce côté aussi un peu ludique. Ouais, je sais pas si sur tes cartes, tu auras un truc, ou alors même au niveau du digital, je sais pas quelle stratégie peut être mise en place pour éduquer de façon fun et ludique, sachant que quand même, j'aime bien regarder un peu les marques de luxe, pas forcément dans la food, mais les marques de luxe, elles aiment bien, comme Hermès, elles aiment bien décrire un peu leurs trucs sur Instagram et autres, sur leur site. Il y a un côté un peu éducation qui te raconte l'histoire du produit, etc. Est-ce que tu vas faire un truc comme ça ? Est-ce que vous travaillez sur quelque chose comme ça ou... C'est quelque chose à développer parce que je pense que moi, justement, avec la cuisine que je fais, quand on la sert sans l'histoire, en fait, on perd 30 ou 40% du plat. Parce que du coup, quand j'explique ce plat et qu'on dit au client, voilà, ça c'est le millet. Le millet, on l'utilise traditionnellement. En Afrique, c'est la céréale. On a le blé en Europe. Il y a le millet en Afrique. Pourquoi j'ai décidé de faire un millet soufflé au lieu de faire un popcorn parce que le millet, c'est traditionnellement utilisé. Et si je m'amuse à faire, disons, une bouillie de mil qu'on peut manger habituellement, mais que je le fais souffler, que je fais un siphon avec du lait fermenté, que par-dessus, je mets mon millet soufflé, c'est lourd. Le plat existe, mais pas sous cette version. Et toujours, avec cette explication, on sait d'où ça vient. On ne se dit pas c'est juste du lait fermenté avec une céréale éclatée. Non, on part d'une bouillie de mil traditionnelle qu'on peut manger classiquement, on va dire, vraiment dans toutes les couches de la population et dans toutes les strates, on va dire. Et c'est un plat qui vient être, entre guillemets, mis sur un piédestal. Et c'est un plat populaire qui devient gastronomique à ce moment-là. Et trop bien. Toujours, moi, je pense que l'explication
l'origine des produits et du procédé créatif, c'est important parce que tout de suite, on adhère. Une fois qu'on sait ce qu'on mange, on se dit, ah bah, génial, maintenant, il faut que je mange. Ça a du sens. Ouais, c'est ça, il faut que ça ait du sens.